En effet, bonjour. Bonjour. Monsieur Boris Vallaud, bonjour à tous. Emmanuel Macron, on va d'abord parler de cette actualité, entame aujourd'hui une tournée diplomatique qui va le conduire à Moscou puis à Kiev pour tenter de désamorcer la crise aux frontières de l'Europe. Est-ce que vous approuvez ces démarches ? Oui, je crois que c'est nécessaire qu'il s'engage, comme d'autres chefs d'État européens. La question est de savoir s'il le fait comme président de la République française ou comme président de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, la voix de l'Union européenne n'est pas très forte dans cette espèce d'étau entre Vladimir Poutine d'un côté et Joe Biden de l'autre, avec une situation qui est sérieuse, parce qu'on a du mal à voir qui peut reculer. Vladimir Poutine, pour des raisons de politique intérieure, son nationalisme belliqueux est un ciment, et Joe Biden parce qu'il ne peut pas reculer en Ukraine sous les yeux de la Russie avec d'autres sujets, sous les yeux de la Chine avec d'autres sujets en Asie qui sont particulièrement importants. Vous dites que l'Europe n'est pas assez présente. Du coup, est-ce que vous saluez, au titre de président de l'Union européenne pendant 6 mois, les efforts d'Emmanuel Macron ? Écoutez, Emmanuel Macron, en matière de diplomatie, il a souvent péché par naïveté. Avec Poutine déjà, avec Trump au Liban. Il faut mettre toute sa force. On a besoin d'une Europe qui s'affirme comme une puissance, qui s'affirme dans des rapports de force internationaux, qui défendent son modèle. Et de ce point de vue-là, il faut aller au-delà de ce qui est fait. En tout cas, il faut continuer le dialogue, un dialogue exigeant, strict, et être capable de mesures qui pourront être des mesures dures dans les semaines qui viennent. Il faut évidemment espérer la désescalade que chacun cherche. Est-ce que du coup c'est normal qu'il fasse durer le plaisir ou le déplaisir pour certains en faisant attendre encore la date de sa candidature à l'élection présidentielle ? Est-ce que cela vous gêne ou est-ce que c'est normal ? La vraie question, c'était, compte tenu du fait qu'il est dans une année électorale, devait-il prendre la présidence de l'Union européenne ? Ce que d'autres pays ont différé quand ils avaient des échéances électorales. Je crois qu'il aurait été mieux pour à la fois la qualité de la présidence française de l'Union européenne et pour la qualité du débat démocratique en France, qui est important, qu'il ne fasse pas le choix qu'il a fini. Mais l'agenda européen de la France n'est pas prioritaire ? Il aurait dû vraiment renoncer à cette présidence. Il faut qu'il y ait une présidence française. Vous avez vu les enjeux qui sont ceux de l'Union européenne aujourd'hui, en particulier sur le front de l'Est. Ça nécessite une présidence de l'Union européenne qui soit une présidence complète et qui ne s'arrête pas au mois de mars parce qu'Emmanuel Macron serait candidat à la présidence de la République. Alors justement, cette candidature, cette élection présidentielle, on en parle. Vous êtes le porte-parole d'Anne Hidalgo. Votre candidate répète au cours des interviews qu'elle ira jusqu'au bout, malgré les sondages qui la placent régulièrement entre 2 et 3% des intentions de vote. Est-ce que vous comprenez qu'on vous pose la question, vu le peu d'adhésion que suscite je comprends qu'on sa nous la candidature pour pose l'instant. une fois, 2 fois, 50 fois, quand vous avez vu 50 parce fois. Que les sondages bougent quand pas. Vous avez monsieur 50 Vallaud. fois la même réponse, eh bien, vous savez, je vous fais toujours la même. Oui, on continue, parce que, en effet, c'est difficile, mais c'est nécessaire, parce qu'il faut des voix pour les Français qui ont des vies dures, qui ont des fins de mois qui ne sont pas le 30 mais le 15, qui veulent vivre de leur travail, qui sont inquiets de l'inflation, qui veulent des services publics, qui s'inquiètent de l'école, de la santé, de la façon dont vont grandir leurs enfants et vieillir leurs parents. Et donc c'est de ça qu'Anne Hidalgo veut parler, et je crois que c'est la seule chose qui intéresse les Français. Vous savez, les états d'âme, la température de tel ou tel, ça intéresse assez peu les Français. Le parti, il en est où ? Il est à fond derrière sa candidate ? Il est derrière elle. Vous savez, moi je me déplace beaucoup dans les fédérations du Parti Socialiste, et j'ai des militants qui sont plutôt désireux de se retrousser les manches que de baisser les bras. Pas partout, vous en êtes d'accord. Le patron de la Fédération du Nord, Benjamin Saint-Huil, un jeune élu du PS, a claqué la porte. Il dit, je le cite, qu'il y a un risque de déconnexion entre les appareils et le peuple. Il dit qu'il y a un risque létal pour le parti. Qu'est-ce que vous lui répondez à M. Saint-Huil ? Eh bien, qu'il aurait mieux fait de se retrousser les manches que de baisser les bras. Et Anne Hidalgo était à Lille hier soir avec Martine Aubry. Et Martine Aubry, c'est la Fédération du Nord et c'est le socialisme de cette région de France. Alors Martine Aubry, Bernard Cazeneuve, ce sont des poids lourds du PS, des gens qui ont gouverné. Vous voulez incarner une gauche de gouvernement par rapport à une gauche d'incantation, c'est vous qui le dites, incarné notamment par Jean-Luc Mélenchon. Mais en même temps, vous promettez la hausse du SMIC à 15% dès l'été prochain, si Madame Hidalgo est élue, une hausse de 15% du SMIC. En quoi cela ne serait pas réaliste ? Est-ce que vous pensez que les salaires sont l'ennemi du travail ? Non, on peut difficilement parler de travail sans parler du travail qui paye, c'est-à-dire des salaires. Vous savez, depuis 2008, les salaires des 10% de Français les plus riches ont augmenté 3 fois plus vite que celui des 10% de Français les plus pauvres. C'est un rattrapage, c'est une mesure de justice pour pouvoir consommer, pour pouvoir vivre. C'est ce qu'ont demandé beaucoup de Français sur le rond-point et de bien des manières. On en a applaudi beaucoup à 20h pendant le premier confinement. Les soignants, bien sûr, mais aussi les ouvriers de l'agroalimentaire, les caissières, les éboueurs. Est-ce que cela, il faut leur dire, écoutez, tout ça,
c'était du vent. Mais c'est réaliste. Si vous promettez Oui. 15% à l'été prochain, pourquoi François Hollande, avec Oui. qui vous avez travaillé à l'Élysée, lui n'avait fait que, Mais 2% parce que pardon, en 2012, mais parce que la situation économique n'est pas la même. Mais les entreprises peuvent Parce suivre, que la peuvent payer situation 15% de plus Écoutez, du jour vous au savez, lendemain. quand on regarde les écarts de rémunération, qui capte la richesse, qui capte une part essentielle de la masse salariale, eh bien vous voyez qu'avec un peu plus de justice, tout le monde peut vivre mieux. Et donc cette question Mais vous le ferez. du partage Vous le feriez, en de tout la cas. valeur ajoutée, du partage de la masse salariale entre les hauts revenus, les très hauts revenus et les très bas revenus est en effet posée. C'est une mesure de justice, c'est une mesure d'efficacité économique parce que c'est du pouvoir d'achat que l'on redistribue. Vous savez, quand Emmanuel Macron augmente la prime d'activité, il n'augmente pas les salaires, ce n'est pas le travail qui paye. Il est allé le chercher par une augmentation de la CSG des retraités dans les portefeuilles de nos grands-mères. Eh bien, on propose que le travail paye vraiment dans des mesures de justice qui n'altèrent pas Mais la est-ce que vous compétitivité êtes de notre économie. audible aujourd'hui? Est-ce que le déficit aujourd'hui que rencontre peut-être provisoirement Madame Hidalgo n'est pas dû au fait que vous avez promis à d'autres reprises le grand soir, François Hollande, François Mitterrand, et ça ne s'est pas fait. 15% qui y croient On aujourd'hui? n'a jamais promis le grand soir, on a promis de changer la vie. Et je crois qu'à bien des égards, on l'a fait quand on regarde ce qu'est l'histoire longue du socialisme en France, de la social-démocratie, aussi comme méthode respectueuse des corps intermédiaires, des syndicats, des collectivités locales. Quand on regarde, y compris dans le dernier quinquennat, les créations de 60 000 postes dans l'éducation nationale, alors que M. Blanquer en a redétruit 7 000, l'équivalent de la fermeture de 166 collèges. Et quand on regarde le déficit extérieur, voilà, il y a des sujets qui ne sont pas réglés. Il y a une voix qui doit se faire entendre, qui est nécessaire. Il ne faut pas une gauche unie pour ça, monsieur? Mais ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Anne Hidalgo a proposé une méthode, elle a été refusée, en particulier par Yannick Jadot. Dont acte, on avance. Je veux dire, maintenant, c'est bon, cessons de parler de nous-mêmes. Parlons de la vie des Françaises et des Français. Moi, j'ai dans ma circonscription des gens aujourd'hui qui ont besoin de leur voiture et qui voient le prix de l'essence augmenter. Vous êtes député des Landes. Et justement, il y a un dossier sur lequel vous êtes très en pointe, dans les Landes, mais aussi sur le plan national, c'est sur le sujet des EHPAD, qui est dans l'actualité aujourd'hui. Vous, monsieur Boris Vallaud, vous avez demandé une commission d'enquête, notamment sur le groupe Orpea, alors que de nouvelles accusations visent maintenant l'autre géant du secteur, Korian. Où en est cette demande de commission d'enquête? La présidente de la commission des affaires sociales n'a pas fait droit à cette demande, considérant que nous n'avions pas suffisamment de temps pour travailler d'ici la fin de la session parlementaire. Je le regrette parce que, vous savez, on ne dit pas la même chose quand on est sous serment, quand on ne l'est pas. Et nous avons vu les dirigeants d'Orpea, en réalité, esquiver beaucoup des questions qui leur ont été posées. Aujourd'hui, il faut donner des moyens pour gérer cette augmentation de la longévité, pour prendre en charge la dépendance et l'autonomie. C'est ce que propose Anne Hidalgo. C'est 1 milliard de plus par an pendant 5 ans pour augmenter les moyens des EHPAD. 5 personnels soignants en plus dans chaque EHPAD, une infirmière la nuit et des contrôles. Mais d'autres candidats de gauche promettent des mesures plus radicales, la nationalisation de ces EHPAD. Dans votre département des Landes, c'est le public qui s'occupe de la plupart des maisons de retraite. Est-ce que ça ne serait pas ça la solution? Écoutez, moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'en effet, dans des EHPAD à but non lucratif, la priorité, c'est de mettre des moyens pour, j'allais dire, accueillir le mieux possible ces résidents qui vieillissent, pour sécuriser les familles. C'est des taux d'encadrement qui sont infiniment supérieurs au privé. Donc c'est ce vers quoi il faut aller. Écoutez, en tout cas, Anne Hidalgo soutient le service public. Sa priorité va au service public, aux établissements publics. Et pour ceux qui sont privés aujourd'hui, il faut renforcer les contrôles et s'assurer qu'il n'y ait pas des marges arrière, comme dans la grande distribution, dans les EHPAD privés, sur de l'argent public. Boris Vallaud, une dernière question sur votre programme. Pourquoi voulez-vous abaisser le droit de vote à 16 ans? Est-ce que ce serait un bon moyen de combattre l'abstention, alors qu'on sait que ce sont les jeunes qui s'abstiennent le plus? Est-ce qu'on ne créerait pas des abstentionnistes en plus en faisant le droit de vote à 16 ans? Eh bien, on crée aussi des citoyens actifs en plus. C'est un grand acte de confiance. On se pose la question de ce que doit être le rapport de la nation à sa jeunesse. Ouais. On a un gouvernement qui, pour l'essentiel, s'en est défié, l'a caporalisé à bien des égards dans un service national universel qui relève de l'instruction militaire plus que de l'éducation populaire. Nous, c'est 5 000 € de dotation pour démarrer dans la vie. C'est le droit de vote à 16 ans. C'est un minimum jeunesse pour que chacun puisse démarrer dans la vie à égalité. Mais le droit de vote à 16 ans, je vous pose la question, il faut s'en servir. L'abstention aujourd'hui, elle est massive chez les jeunes. Ce sont des citoyens en plus. Ils veulent qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne les moyens de leur émancipation. C'est ce que propose Anne Hidalgo. Et un grand acte de confiance dans la jeunesse, voilà bien longtemps que cela n'a pas été fait. En tout cas, ces 5 dernières années, beaucoup de promesses et peu de tenues. Boris Vallaud, porte-parole d'Anne Hidalgo, candidate jusqu'au bout. Vous l'avez répété ce matin. Merci et c'est la suite de Télématin.